Pourquoi le sort des enfants orphelins est-il lié aux enjeux de la paix? Pour arriver à ce constat, il m'a fallu remonter à la période des guerres qui se sont déroulées en Europe dans la première moitié du XXe siècle, à commencer par les guerres balkaniques, qui ont eu lieu du 8 octobre 1912 au 30 mai 1913, et lors desquelles la Serbie, la Bulgarie, la Grèce ainsi que la Macédoine se sont constituées en une ligue appelée Ligue balkanique. La Première Guerre mondiale, 1914-1918, a ensuite emboîté le pas. C'est à cette époque qu'apparaissent les guerres dites modernes et que sont étudiés à la loupe leurs effets désastreux sur la population civile et en particulier les enfants européens victimes des armes de destruction massive. Dans ce contexte, deux dates importantes sont à retenir, 1913 et 1921, car elles correspondent au premier et deuxième congrès international de la protection de l'enfance qui se tiendront à Bruxelles, en Belgique. Voyons donc à présent comment a eu lieu cette étrange mutation de la protection de l'enfance en nous plongeant dans les séances qui se sont tenues lors de ces congrès internationaux de la protection de l'enfance. Le deuxième congrès international de la protection de l'enfance s'est tenu à Bruxelles du 18 au 21 juillet 1921. Lors de cette séance, il est question de rappeler et de finaliser un projet qui a été initié en 1912 par la Suisse, basé sur la création d'un office international pour la protection de l'enfance. Ce projet consistera, à ce moment, à doter la protection de l'enfance d'une commission internationale composée de délégués et d'un bureau permanent. La Belgique, qui était chargée en 1913 de la rédaction des statuts du projet de l'Office international de protection de l'enfance, a subi entre-temps l'invasion allemande lors de la Première Guerre mondiale. Je pense que cet événement aurait poussé la Suisse, lors du deuxième congrès en 1921, à rectifier ses statuts. Je cite: à la suite du congrès de 1913, le gouvernement belge rédigea un projet de statut et l'envoya aux divers gouvernements. Ce projet de statut fit l'objet de diverses observations et l'on s'occupait d'y réserver une suite favorable après un échange de correspondance avec les divers gouvernements lorsqu'éclata la guerre qui dura de 1914 à 1918. Dès l'armistice, le gouvernement belge reprit les négociations interrompues par la guerre et il entra à nouveau en pourparlers avec les différents gouvernements étrangers pour régler avec eux la question des statuts. Ceux-ci ont donné lieu à une série de suggestions émanant principalement du gouvernement helvétique qui estimait qu'il y avait lieu de préparer la constitution de l'Office sous une forme identique de l'Association internationale pour la protection des travailleurs. À la suite de cette suggestion, un nouveau projet de statut a été rédigé et communiqué à tous les gouvernements. Ces statuts s'inspirent d'une idée générale, constituer une union internationale libre, comprenant à la fois des délégués des gouvernements, des délégués des particuliers et des délégués des associations et institutions privées. En réalité, il ne s'agit donc pas de créer un office gouvernemental, mais une association libre à laquelle les gouvernements pourraient se rattacher, auprès de laquelle ils auraient des délégués, et sur laquelle, par l'intermédiaire de ces délégués, ils pourraient exercer une certaine action.
Fin de citation. Ce changement de statut pose implicitement la question de la neutralité de la protection de l'enfance. En effet, est-il prudent de faire reposer le sort des enfants sur les épaules d'un pays qui vient de perdre sa neutralité ? Il est fort à parier que le gouvernement suisse a remis en question cette initiative lors du deuxième congrès, puisqu'il a vu la nécessité de créer un autre projet, c'est-à-dire l'Union internationale, qui est d'ailleurs assez similaire au premier projet. Je cite, « À côté de cette Union internationale serait constitué un office ayant son siège à Bruxelles et qui serait en quelque sorte l'organe d'action de l'Union internationale. C'est cet office qui préparerait le travail de documentation, qui étudierait la législation des différents pays, la publierait dans un bulletin de façon à faire connaître dans chaque nation le bien qui a pu être réalisé dans une autre. Et après avoir ainsi préparé le travail de documentation, comme l'a fait l'Association internationale pour la protection des travailleurs, l'Office préparerait de s'occuper éventuellement des conventions internationales à soumettre à l'agrégation des divers gouvernements. Fin de citation. Il faut souligner par ailleurs que la Belgique aurait pu devenir, avec ce projet d'office, une référence internationale en matière de protection de l'enfance. Dans les années 1910, le pays était en effet réputé pour s'intéresser à des problèmes épineux liés par exemple à la santé des nourrissons, à la délinquance juvénile. Le premier congrès international avait permis à la Belgique d'exposer son programme pour vulgariser les notions d'hygiène infantile et sauvegarder l'avenir des enfants. Je cite, « Des efforts furent réalisés en Belgique pour la protection de l'enfance malheureuse. Mais c'est à Jules le Jeune qu'on doit la première organisation méthodique qui se dessinera dans le pays. Grâce à son énergique impulsion, des adeptes nombreux se donnèrent aux nouvelles institutions qu'il appela à l'existence. Faisant appel à la collaboration internationale, il fut l'initiateur des congrès de patronage tenus à Anvers en 1890, 1894 et 1898 et à Liège en 1905. Ce mouvement, continué par M. Carton de Viard au congrès de patronage tenu à Anvers en 1911, alors qu'il présidait au ministère de la Justice, obtient sa congrégation par le vote de la loi du 15 mai 1912, appelée, à juste titre, la Charte de l'enfance. Cette loi qui a organisé chez nous la juridiction des enfants eut un retentissement considérable et au premier congrès international pour la protection de l'enfance qui siégea à Bruxelles en 1913, les représentants officiels de plus de 40 nations rendirent hommage aux efforts déployés par la Belgique. Fin de citation. Autrement dit, la modification des statuts apparaît véritablement résulter en 1921 de la prise de conscience de la Suisse sur les nouveaux méfaits que la Première Guerre mondiale est susceptible de causer sur la neutralité d'un pays. En 1914, l'Europe entre dans une phase de guerre qui a débuté 2 ans plus tôt avec les guerres balkaniques. La première guerre balkanique s'est prolongée en 1913 sous l'effet des alliances entre les grandes puissances européennes telles que la Russie, la France ou l'Angleterre et les petits territoires slaves. La Ligue balkanique souhaitait à travers ces accords d'entraide devenir des États indépendants en repoussant de leur territoire les armées de l'Empire ottoman. Par ailleurs, certaines minorités à la fois chrétiennes et musulmanes, comme la Bulgarie et la Serbie, ont été soutenues par des forces russes dans leur velléité d'expansion. La Seconde Guerre balkanique montre mieux la lutte que les grandes puissances se livrent après 1913 à travers le renforcement de l'aide militaire des petits pays libérés
du joug ottoman. Par exemple, les pays occidentaux veulent protéger les ports en Grèce qui ouvrent les passages maritimes allant vers les colonies africaines situées de l'autre côté de la mer Méditerranée. Le jeu des alliances entre les petits territoires slaves et les grandes puissances occidentales et russes est une marque de modernité des stratégies de défense géopolitique du début du XXe siècle. De la même manière, en 1914, les empires austro-hongrois et allemands s'allient pour se dégager de leur position enclavée entre d'un côté les forces occidentales et de l'autre l'Empire russe. L'Allemagne voit plus particulièrement, à travers le projet d'annexion de la France, une possibilité d'avoir accès à des ports européens. Les Allemands décident pour cette raison d'envahir en 1914 des pays neutres tels que le Luxembourg et la Belgique pour prendre à revers les armées françaises. L'Allemagne avait pourtant reconnu officiellement, au même titre que la France et l'Angleterre, la neutralité de la Belgique lors de la signature de son indépendance en 1831. Aussi, au moment où les Allemands agressent la Belgique en août 1914, l'Angleterre, souhaitant honorer ses engagements de paix, déclare la guerre à l'Empire allemand. À partir de la Première Guerre mondiale, la guerre devient moderne, c'est-à-dire que des nouvelles stratégies sont employées et les populations civiles des pays en guerre sont désormais directement impliquées en tant qu'arme de dissuasion psychologique. En violant la neutralité de la Belgique, l'Empire allemand, en 1914, déstabilise la protection de l'enfance internationale. Je cite : « La guerre vient bouleverser impitoyablement notre organisation sociale. Plus d'1 million d'enfants indigents aidés par l'assistance publique et les innombrables œuvres privées étaient menacées. Une seconde loi institua l'œuvre nationale des orphelins de la guerre, inaugurée avec le concours de nombreux dévouements. Cette œuvre de justice et de réparation assurera l'éducation et la formation professionnelle des enfants de nos héros et garantira le bien-être matériel et moral des descendants de ceux qui sont tombés pour la patrie. » Fin de citation. La reconstruction nationale belge pèse-t-elle sur l'avenir du projet de l'Office international ? Tout semble porter à le croire. La modification des statuts de ce projet serait ainsi la première manifestation historique de l'impact de la guerre moderne dans la sphère de la protection de l'enfance. Mais au fait, pourquoi la Suisse reprend-elle la direction du projet après 1921 ? Le deuxième congrès international de la protection de l'enfance de 1921 est en fait intimement lié à la création de la Société des Nations, qui est une organisation internationale introduite par le traité de Versailles en 1919 et élaborée au cours de la conférence de paix de Paris, et ce, afin de préserver la paix en Europe à la fin de la Première Guerre mondiale. La Suisse cherche pour commencer à convaincre les membres de l'assistance de l'importance pour la protection de l'enfance belge de se rallier à la nouvelle organisation internationale pour le maintien de la paix. Je cite : « Il convient de faire observer que la situation du nouvel office vis-à-vis de la Société des Nations demande à être éclaircie d'urgence. Le vœu émis tant par nos associations nationales que par les associations internationales de la protection de l'enfance en Suisse a trouvé son expression claire et nette dans la proposition faite le 16 juin 1921, à savoir que l'Office international de la protection de l'enfance travaille en relation étroite avec la Société des Nations et les organisations déjà présentes, et qu'en général, le bureau de Bruxelles ne fasse en aucun cas double emploi avec les dites organisations. » Fin de citation.
Il faut bien noter que la Société des Nations s'immisce dans la sphère de la protection de l'enfance de manière assez inattendue lors de cette séance. En effet, dans le discours du 18 juillet 1921 présentant l'ordre du jour, c'est-à-dire création d'un office international de protection de l'enfance, la présence de la Société des Nations n'apparaît pas vraiment clairement. Il est dit en effet que le projet des statuts de l'Office s'inspire de celui qui a été admis par l'Association internationale de la protection des travailleurs. On ne découvre que plus tard, lors des autres interventions du délégué suisse, que la Confédération helvétique abrite en 1921 un nombre impressionnant d'organismes relatifs à la protection de l'enfance, dont le fameux Office international du travail, qui a servi de modèle pour créer le projet belge et qui en réalité est un organe rattaché à la Société des Nations. L'idée de guerre moderne, propagée à l'enfance, commence par conséquent à émerger dans le discours du délégué suisse lorsqu'il aborde la protection des civils en temps de guerre. Je cite : « En fait d'organisations qui s'occupent chez nous, c'est-à-dire en Suisse, de questions touchant à la protection de l'enfance, nous citons par exemple l'Office international du travail, le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union internationale pour la protection de l'enfance, le Comité de secours en faveur des victimes de la famine, les comités pour l'hospitalisation d'enfants étrangers. En particulier, il y a lieu de mentionner encore que la Société des Nations est chargée du contrôle général des accords relatifs au trafic des enfants, tandis que le Comité international de la Croix-Rouge et l'Union internationale pour la protection de l'enfance veillent tout spécialement au placement des enfants des pays ravagés par la guerre. » Fin de citation. Le délégué français est le premier à lancer ouvertement le débat sur la décentralisation de la protection de l'enfance en Suisse, car selon lui, cette décentralisation de la Belgique vers la Suisse obligerait les États à subventionner non plus un mais deux projets d'office. Je cite : « J'ai le devoir, au nom de la délégation française, de faire toute réserve quant au placement de l'Union pour la protection de l'enfance sous l'autorité de la Société des Nations. Sans doute, nous sommes tous arrivés ici avec la pensée de venir au secours de tous les enfants, à quelque nation qu'ils appartiennent, et à chercher les meilleurs moyens pour atteindre ce but. Mais nous demandons que le rattachement de l'Office à ce vaste organisme ne soit discuté que quand toutes les nations qui sont représentées ici feront partie de la Société des Nations. Or, il en est une, notamment que nous ne voyons pas à la Société des Nations. C'est la République des États-Unis d'Amérique, qui se préoccupe tant de la protection de l'enfance et qui a fait tant de bien pendant et après la guerre en Belgique et partout à travers le monde. » Fin de citation. Alors, synthétisons ce qui se passe finalement lors de ces séances de 1913 et 1921. Premièrement, la guerre moderne a réussi à déjouer la neutralité qui protégeait jusqu'alors l'action de la protection de l'enfance. Et deuxièmement, une partie de la protection de l'enfance en temps de guerre commence à se détacher d'un premier grand ensemble pour s'installer en Suisse. Troisièmement, on peut dire que cette partie de la protection de l'enfance sera désormais traitée à une échelle supranationale en s'inscrivant dans la même perspective que celle des Nations Unies. Ainsi, on peut dire que les congrès internationaux de la protection de l'enfance constituent des événements historiques qui permettent d'appréhender le changement décisif dans les directives de la protection de l'enfance européenne, et ce sous l'impulsion des guerres balkaniques et de la Première Guerre mondiale. La protection de l'enfance en temps de guerre s'est en quelque sorte divisée en plusieurs concepts, comme la protection de l'enfance indigente ou bien la protection de l'enfance maltraitée, qui jusqu'au premier congrès ne soulevait pas encore de manière directe la notion de victime de guerre.